Eh bien, on va d'abord remercier de sa présence Madame Nathalie Elimas, notre secrétaire d'État, et qui est, comme elle le dit, revenue dans sa circonscription, là, aujourd'hui, pour cette manifestation, et qui est chargée de l'éducation prioritaire. Vaste sujet. Nous avons en tout cas la chance de vous avoir, Madame Elimas, et nous sommes très honorés de votre présence. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je prends mes petites notes pour ne pas me tromper sur le nom des personnes présentes. Donc, la joie d'avoir également le docteur Graziella Raimondo. Voilà, Madame est présidente de l'association RIFOP Palipède. Donc, bien sûr, vous interviendrez tout à l'heure pour pouvoir entrer un petit peu plus dans les détails de ce que vous faites. Ensuite, nous avons Madame Vanessa DeVos, c'est de l'autre côté, voilà, Vanessa DeVos, qui est l'association, qui représente l'association Élise Princesse Courageuse. Ensuite, Madame Billuart, qui est une institutrice à l'école Poincaré. Voilà, merci Madame de votre présence. Françoise Villa, bénévole de l'association Jalmave. Voilà, merci. Alors, l'association Jalmave, c'est Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et puis, Béatrice Jacquin, enseignante spécialisée à la MDPH du Val-d'Oise. Voilà, merci à vous également d'être présente. Puis, j'ai à côté de moi mon adjointe Laurence Germain, qui a en charge l'action sociale, la famille et le handicap. Voilà. On a le plaisir aussi d'avoir dans l'assistance Monsieur Beau, comme premier adjoint, qui est médecin de son état et qui a aussi sa place pour intervenir éventuellement dans les débats. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui sont présents. Il y a quelques enseignants et vraiment c'est très important de sentir cet accompagnement parce qu'on va aussi parler de vous qui peuvent être confrontés un jour à des situations. Alors, cette table ronde se trouve finalement la deuxième que nous organisons. La première était sur la thématique de l'autisme. J'ai un trou de mémoire. De l'autisme. Alors, je crois que c'était un peu avant les grandes vacances. Nous avons eu cette table ronde qui était très, très intéressante. Et ces tables rondes trouvent leur place dans le cadre d'un engagement municipal qu'on avait pris auprès des Deuillois pour aboutir finalement à la création d'une ville inclusive. Donc cette ville inclusive, elle ne se décrète pas, mais elle se construit. Et donc aujourd'hui, c'est encore une petite pierre à l'édifice que nous ajoutons. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ville inclusive? Alors j'aime bien les qualitatifs qu'on va donner. C'est une ville durable, ça c'est très dans l'air du temps, désirable, créative et intelligente. Donc on va essayer, nous aussi aujourd'hui, dans nos débats, d'être désirable, créatif et intelligent. Voilà. Alors, l'expression de ville inclusive circule depuis de nombreuses années, hein, c'est pas tout nouveau, mais au-delà de l'image que l'on veut développer sur les communes, il s'agit ici de faire un peu de concret. Comme je l'ai dit, on est dans la co-construction avec le terrain, avec les gens qui au quotidien sont confrontés à des problématiques de toutes sortes. Aujourd'hui, il s'agit des enfants qui ont des difficultés de santé importantes. Alors, nous, notre ville, on veut développer une offre de services et d'infrastructures qui répondent à la diversité des besoins, tendre à réduire l'exclusion sociale des personnes ayant des incapacités et contribuer à garantir leur pleine participation sociale. Donc, aujourd'hui, c'est un pas de plus dans ce chemin. Et notre objectif de ville inclusive est de donner de l'information pour connaître ce qui existe en matière d'accompagnement, les structures officielles et associatives qui peuvent aider les familles confrontées à des situations parfois gravissimes. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, comment faire pour accompagner les publics quand on a un enfant malade, vers qui pouvons-nous nous tourner?
Dans la continuité, la ville a aussi mis en place des permanences santé-handicap, une fois tous les 2 mois, ici même, à la Maison des Associations, autour d'un événement. Mais je vais laisser Laurence Germain rentrer un petit peu plus dans les détails pour nous expliquer avec plus de profondeur tous ces beaux projets qu'elle souhaite mettre en place. Merci Madame le maire. La table ronde, les tables rondes de Deuil-la-Barre Ville Inclusive sont un des outils pour créer cette ville inclusive, tout comme les permanences santé et handicap, dont la première prendra forme le 27 novembre. Nous proposerons un événement accessible bien sûr à tous les Deuillois, par exemple sur des ateliers Montessori pour celle de novembre, et vous pourrez rencontrer plusieurs partenaires associatifs dans le domaine de la santé et du handicap qui pourront aussi vous informer sur des thématiques qui vous concernent ou qui pourraient vous concerner. Alors pour revenir à cette table ronde, je tiens à remercier bien sûr tous nos invités qui ont accepté de participer. Madame Elimas, merci beaucoup. Et surtout un remerciement appuyé à Vanessa De Vos de l'association Lys Princesse Courageuse, avec qui nous avons réfléchi cette thématique particulière, puisque c'est un rebond en fait au mois de septembre en Or, qui est dédié à la sensibilisation de l'ensemble de la population contre le cancer pédiatrique. Alors je vais rebondir sur un des termes du titre de la table ronde, qui est l'enfant et la santé, comment accompagner l'autodétermination de l'enfant dans son parcours. L'autodétermination. Alors, on va rentrer par une définition qui a été donnée par 2 chercheurs en psychologie, Wemeyer et Sand en 96. L'autodétermination, c'est la capacité à agir et à gouverner sa vie, à choisir et à prendre des décisions libres d'influence externe exagérée. Le mot-clé, c'est exagérer, c'est-à-dire que pour s'autodéterminer, on va avoir besoin de l'environnement, un environnement institutionnel, réglementaire, par exemple comme la loi, Madame Elimas, que vous nous avez proposée, qui va donner un cadre de soutien, par exemple aux parents des enfants qui peuvent être malades. Le fait de libérer les parents, ça va leur permettre d'être aux côtés de leur enfant et de les accompagner au mieux. On a également l'environnement humain, on va avoir les institutrices qui vont jouer un rôle important aussi dans l'accompagnement et l'autodétermination de l'enfant. Nous allons avoir des dispositifs tels que ceux mis en place au niveau du département avec les maisons départementales des personnes handicapées qui vont permettre d'apporter des compensations humaines voire techniques pour pouvoir permettre aux enfants de continuer à vivre dans leur environnement. Pour s'autodéterminer, alors on nous dit qu'il nous faut 4 éléments. Et ces 4 éléments constituent les fondements du mécanisme d'autodétermination. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Alors qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est pouvoir décider et choisir par soi-même. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. C'est-à-dire être capable de définir les étapes nécessaires pour parvenir à ces objectifs. Le troisième élément, c'est le pouvoir psychologique. C'est avoir confiance en soi, avoir confiance en ses capacités, en ses connaissances, et donc pouvoir expérimenter. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle l'autoréalisation, c'est la capacité à faire par soi-même. Donc ces 4 éléments sont présents chez chacun d'entre nous. Mais tout comme on ne décrète pas qu'une ville est inclusive, on ne décrète pas l'autodétermination. Pour s'autodéterminer, nous avons besoin d'aide. Quand je vous disais que le mot-clé dans la définition, c'était l'influence externe exagérée, le mot exagéré, tout est là, c'est-à-dire qu'il nous faut de l'aide, mais il ne faut pas que l'influence soit trop présente. Il faut laisser le choix à la personne, le choix, la possibilité de faire des erreurs. L'autodétermination, donc c'est un droit fondamental pour chaque individu. Un droit qu'il va expérimenter et qu'on doit le laisser expérimenter et voire encourager. Mais c'est surtout un principe éthique. C'est un levier pour l'accompagnement des professionnels, c'est-à-dire réfléchir à la lumière de cette autodétermination, comment on peut mettre en place nos pratiques, comment on peut mettre en place des lois, qu'est-ce qu'on propose, en termes de compensation technique,
Quelle est la place de la compensation technique par rapport à l'humain et à l'utilisation que l'humain peut en faire? Quelle est la place de l'enfant dans sa famille qui va le porter, qui va le protéger, mais jusqu'où doit aller cette protection? Beaucoup de questions grâce à ce concept d'autodétermination qui est inspirant pour les professionnels, bien sûr, de l'accompagnement, qui doit être inspirant aussi pour les parents dans l'éducation, mais qui doit aussi nous inspirer, quel que soit notre statut, que l'on soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, un senior, que l'on soit en bonne santé ou que l'on soit malade, que l'on soit en situation de handicap ou qu'on ait moins de spécificité. C'est vraiment un terme qui doit nous faire questionner nos pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde, c'est ce que nous allons faire grâce à l'ensemble des intervenants qui vont pouvoir nous parler, par exemple, du parcours de soins, du parcours de santé de l'enfant, nous parler des compensations, nous parler, bien sûr, des lois qui sont cadrantes, qui sont sécurisantes, nous parler de l'accompagnement humain, de l'écoute nécessaire aussi, nous parler de la sensibilisation de l'environnement et également de l'éducation, comment on fait pour accompagner son enfant pour qu'il soit encore maître de ses choix et maître de ses actes. Je vous remercie. Donc voilà, nous allons passer la parole aux intervenants. Alors, je vais commencer par Madame Elimas, qui a sans doute des choses à nous dire sur le sujet. Merci Madame le maire, chère Muriel. Je salue évidemment toutes les intervenantes, particulièrement Vanessa, mesdames et messieurs. Alors moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je vous remercie pour votre invitation et puis surtout, je veux dire aussi que je trouve ces initiatives, ces tables rondes évidemment très intéressantes. Ce sera l'occasion d'échanger sur des sujets bien sûr comme l'inclusion et aujourd'hui la maladie de l'enfant et plus encore les cancers pédiatriques. Alors évidemment, je suis aujourd'hui en responsabilité au ministère de l'Éducation nationale, mais d'abord et avant tout valdoisienne. Donc j'y habite toujours, j'y suis évidemment chaque soir ou presque, en tout cas quand je peux. Et c'est un plaisir d'être à Deuil-la-Barre aujourd'hui, bien sûr. Et puis j'ai l'habitude de dire que pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Ça, c'est très important. Donc moi, je viens du Val d'Oise, j'adore le Val d'Oise, déjà c'est bien. Et ensuite, il faut savoir aussi qui on a croisé sur son chemin et comment on s'est construit et comment on a avancé. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, on n'aurait pas le temps. Mais en tout cas, sur ces dernières années, eh bien, j'ai fait des rencontres très riches ici, des femmes, des hommes, des enfants qui m'ont inspirée, qui m'ont guidée, notamment dans l'élaboration de la loi. Il y a aussi ces visages d'enfants et ces sourires que j'ai vus à l'hôpital d'enfants de Margency. Il y a évidemment Élise qui est toujours dans nos cœurs. Il y a Vanessa et puis il y a tous ces enfants malades, tous ces adultes aussi qui m'ont accompagnée et grâce à qui effectivement j'ai pu faire cette loi. Donc une loi qui est entrée en vigueur, qui a été promulguée en mars 2019. Adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le cadre technique, mais c'est vous dire combien évidemment ce sujet nous percute tous et toute formation politique confondue, évidemment, nous avons convergé dans le même sens pour enrichir le texte et évidemment pour l'adopter. Alors, cette loi, elle est entrée en vigueur en 2019. Elle s'appelle la loi Elimas. Mais Elimas, ça commence par Eli, et donc pour moi, pour nous, pour Vanessa, pour Franck, pour Jules, Charles et bien sûr pour Élise, c'est la loi Élise. Cette loi, elle a un intitulé un peu barbare, mais en fait, elle a un objectif assez simple. Cette loi, donc, elle vise à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, par le soutien aux aidants familiaux, par la formation des professionnels et par le droit à l'oubli. Donc, on a identifié comme ça 4 piliers sur lesquels il fallait progresser. Donc, on va en parler rapidement. On a avancé grâce à cette loi. On continue à avancer. On n'a pas atteint l'objectif, mais on progresse beaucoup. Il y a encore beaucoup trop d'enfants malades chaque année, évidemment. 500 enfants décèdent tous les ans.
j'aime pas donner trop de chiffres comme ça, mais celui-ci est édifiant, c'est 20 classes, puisqu'il y a des professeurs parmi nous. Voilà, c'est 20 classes chaque année. Donc cette loi, elle a un objectif, c'est de faire avancer la recherche. Elle est adossée à un financement de 5 millions par an. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment en travaillant beaucoup avec l'INCa, l'Institut national du cancer, que beaucoup de chercheurs avançaient un peu chacun dans leur coin en constellation et ne convergeaient pas suffisamment les uns avec les autres pour faire avancer la recherche, pour lutter contre la maladie, et en particulier contre les maladies incurables, les cancers incurables. Donc elle a permis de poser une stratégie décennale avec l'INCa 2021-2030. Je le disais, il y a un financement et désormais on arrive à mettre autour de la table ces mondes de la recherche pour avancer et progresser. Elle apporte aussi un soutien aux aidants familiaux. Alors j'ai voulu vraiment qu'il y ait dans le texte aidants familiaux. On aurait pu dire bien sûr un soutien aux familles, mais dans le cadre de la maladie en général et de la maladie d'un enfant en particulier, les parents deviennent des aidants. Et donc pour moi c'était important qu'il soit inscrit dans le texte aidants familiaux. Et donc par un levier, un dispositif un peu barbare, mais que les parents concernés connaissent bien, c'est l'AJPP, location journalière de présence parentale, et qui n'était pas juxtaposé correctement en fait au regard de la maladie de l'enfant telle qu'elle est réellement. Donc moi je voulais que cette allocation soit versée aux parents aussi longtemps que l'enfant est malade. Bon, j'ai eu quelques restrictions alors, mais on a avancé, on a pu la déployer et on a pu la développer. Il faut aussi accompagner les soignants parce que soigner des enfants, travailler avec des enfants malades, ça nécessite d'être toujours bien formé. Donc cette loi le permet également. J'ai insisté aussi beaucoup alors sur la prise en charge de la douleur des enfants. C'est un sujet sur lequel il faut encore travailler. Et puis il y a le dernier volet sur le droit à l'oubli, qui était mal ajusté là encore, puisque pour les enfants jusqu'à 18 ans moins un jour, ce droit à l'oubli était de 5 ans, et à partir de 18 ans plus un jour, il passait à 10 ans. Or, souvent pour ces enfants, ces jeunes qui sont en rémission, quand on arrive à 17-18 ans, on a envie de se projeter dans la vie, on a envie d'avoir des projets, et donc là aussi, on a pu avancer sur ce droit à l'oubli, de réduire à 5 ans. Pour l'instant, ça ne concerne plus que nos jeunes de 18 ans moins un jour. On a poussé jusqu'à 21 ans. Là aussi, on a progressé, mais voilà, de mon point de vue, on doit encore aller plus loin pour aider ces jeunes en rémission. Après moi, il y a eu la loi de Guy Bricout sur le deuil de l'enfant. Ça s'est fait douloureusement. Les débats parlementaires n'ont pas été suffisamment dignes. Et je le dis sans langue de bois. Mais on a pu avancer. Je sais que les associations sont encore en demande, notamment on appelle le législateur à travailler sur la création d'un statut de parent protégé. Voilà, donc face à l'emploi, au logement ou aux dettes fiscales, en particulier quand justement l'enfant tombe malade et que les parents ne peuvent plus travailler et puis sont privés de ressources et peuvent basculer dans la précarité. La loi Élise a, donc je le disais, été votée à l'unanimité. Elle est entrée en vigueur. La stratégie décennale désormais est bien crantée par l'INCa depuis 2021. Ça, c'est le cadre législatif tel qu'il existe aujourd'hui. Les associations, Vanessa, nous demandent de faire encore beaucoup et elles ont évidemment bien raison. Une fois qu'on a parlé de la recherche et de comment on recherche pour soigner les enfants, ça c'est bien, mais moi je pense qu'il faut aller travailler davantage sur le champ de la prévention. La prévention, c'est voir tout ce qui fait que autour de nous peut contribuer justement, malheureusement, à la maladie et comment on peut lutter. Donc, j'ai des collègues à l'Assemblée nationale qui travaillent sur ce sujet, notamment sur la prévention environnementale. La loi et notamment l'INCa dans sa stratégie décennale, justement sur ce point, prévoit également un axe qui s'appelle zéro exposition. Et à travers cet axe, en fait, nous pouvons aider les collectivités, je vous le dis, Madame le maire, à agir par des politiques publiques locales adaptées pour réduire les expositions aux facteurs de risques environnementaux. Voilà,
sujet qui a été cranté par la loi, qui n'est pas suffisamment dit et su. Et vraiment, c'est un point sur lequel je crois il faut absolument avancer et évoluer aujourd'hui. Enfin, je ne serai pas beaucoup plus longue, mais vous le savez, je travaille auprès de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Donc, quand vous parlez d'inclusion, bien sûr que cela me parle. Et voilà, nous sommes très attentifs dans nos classes, dans nos écoles, dans les hôpitaux aussi, puisqu'il y a des unités éducatives également dans les hôpitaux, à accueillir et à accompagner au mieux tous nos enfants malades. Voilà, je pense que peut-être, puisque c'est une table ronde, l'idée est d'échanger, enfin en tout cas de partager un temps de parole ici, mais surtout d'échanger avec vous. Donc je vous remercie de votre attention. Je suis encore une fois très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et maintenant, je vais céder la parole à Madame Graziella Raimondo. Je vais avoir beaucoup de mal à parler après vous parce que si, tout ce que vous avez dit est d'une telle justesse. Et voilà, donc moi d'abord je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ce qui est fait aujourd'hui en Île-de-France pour essayer d'accompagner au mieux les enfants et les familles qui traversent finalement ce qui est, je pense, le plus dur peut arriver dans la vie, c'est d'avoir un enfant malade et a fortiori atteint d'une maladie qui met en jeu son pronostic vital. Quelques chiffres, même si je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut les éviter, mais pour savoir quand même de quoi on parle, les cancers de l'enfant, ça représente 1% de l'ensemble des cancers. C'est 1200 à 1500 nouveaux cas par an en France, dont 600 en Île-de-France. Donc déjà, quand je vous donne les chiffres, vous vous rendez compte que nécessairement, on est dans une niche, on est dans quelque chose qui, à l'échelle de la population, est tout à fait exceptionnel. Mais vous voyez aussi que, à l'échelle de l'Île-de-France, eh bien, on concentre quasiment la moitié des cas de cancer chez l'enfant. Alors, c'est peu au regard des cancers des adultes. Ça reste bien évidemment toujours beaucoup trop. Et il faut continuer à travailler sur la recherche et l'identification au possible de facteurs de risque. Maintenant, un chiffre quand même important, c'est plus de 80% de taux de guérison. Ce qui veut dire que pour l'immense majorité des enfants, il y a toute une vie d'adulte à préparer et à travailler pendant le traitement du cancer. Certains enfants, malheureusement, vont décéder et il est aussi de notre devoir d'aider cet enfant et sa famille à traverser cette période. Mais on ne doit jamais perdre de vue que notre objectif, si le premier, c'est de guérir un enfant, ça doit être aussi de préparer sa vie future. Et donc, accompagner l'enfant et sa famille pendant la période du traitement pour limiter les effets secondaires, limiter les séquelles, c'est aussi préparer toute sa vie d'adulte. Alors, ce taux de guérison ne nous satisfera jamais, évidemment, on voudrait atteindre 100%, mais si on atteint des taux de guérison tels chez les enfants, c'est grâce malgré tout, et il faut le dire, à un traitement qui est extrêmement lourd et extrêmement contraignant. Ça nécessite donc un accompagnement parce que, quelle que soit la structure familiale et l'organisation, ce sont des traitements qui vont générer des contraintes absolument immenses. Un traitement qui nécessite la pose d'un cathéter qui doit rester pendant des mois, voire davantage, qui en lui-même est une source d'infection, qui doit donc nécessiter une surveillance extrêmement étroite, une chimiothérapie qui intervient régulièrement, qui va nécessiter des allers-retours à l'hôpital, une surveillance au quotidien. Et donc, au-delà du traitement, il y a tout ce qu'il va falloir mettre en place autour pour accompagner ce traitement et pour faire en sorte qu'il se fasse dans un niveau de sécurité maximal. Aujourd'hui, comment ça se passe? Un enfant chez lequel on découvre un cancer,
commence en général par consulter soit son médecin traitant, soit consulter les urgences. À ce moment-là, on identifie, on suspecte une tumeur et systématiquement, en tout cas en Île-de-France, c'est comme ça que ça se passe, l'enfant est adressé dans un centre spécialisé. Il y en a 5 aujourd'hui en Île-de-France, l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, l'hôpital Robert Debré, l'hôpital Trousseau et l'hôpital Saint-Louis. Quand l'enfant va arriver dans ce service ultra spécialisé, bon, pour les parents, c'est un cataclysme, c'est un bouleversement total. Et il faut imaginer que même les parents les plus, on va dire, les plus forts, perdent instantanément tous leurs repères parce que c'est le monde qui s'écroule. C'est dans ces centres que on va poser le diagnostic, on va faire le bilan d'extension et qu'on va déterminer en fonction du type de cancer qui va être identifié le projet personnalisé de soins et le protocole de traitement. Ce protocole, il est déterminé en fonction de la maladie et en fonction du stade de la maladie. Et il s'adresse à tout enfant atteint de cette maladie. Mais là où très rapidement on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte autre chose, c'est que la contrainte liée au traitement ne va pas pouvoir se faire sans prendre en compte l'environnement de l'enfant. Ses conditions de vie, chaque enfant, c'est une famille particulière, sont des conditions de vie particulières. Et en fonction de ces conditions de vie, de la structure familiale, de lieu d'habitation, du type de logement, tout cela doit être pris en compte. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on va dire que les centres de référence, comme vous pouvez les imaginer, le service de cancérologie pédiatrique dans lequel on fait le diagnostic et on institue le traitement, est un peu démuni pour évaluer au mieux les besoins de cet enfant précis, de cette famille. Et pour autant, identifier les besoins spécifiques de cet enfant, évaluer, éventuellement identifier des situations à risque qui nécessitent une prise en charge particulière, c'est indispensable si on veut conduire ce traitement au mieux, et c'est-à-dire, comme je vous le disais en introduction, bien limiter les effets secondaires et donc limiter les séquelles et favoriser le déroulement du traitement et la guérison. C'est de cette idée-là qu'est né le RIFOP. Alors, le RIFOP, qu'est-ce que c'est? C'est, comme souvent, ces acronymes un peu compliqués, c'est le Réseau d'Île-de-France d'hémato-oncologie pédiatrique. C'est donc un réseau de soins qui a été créé en 2008 sous l'impulsion des chefs de service des services de cancérologie pédiatrique dont je viens de vous parler, sous l'impulsion à l'époque de l'ARH, l'équivalent de l'ARS aujourd'hui, et dans le cadre de la loi Kouchner. Quelle a été l'idée dans la création de ce RIFOP? C'est justement mettre en place une organisation qui permette d'identifier les besoins, les individualiser et de proposer un parcours de soins adapté à l'enfant en tant qu'individu. Donc là, je vous rejoins un petit peu sur l'autodétermination. On n'était pas encore à l'époque dans l'autodétermination, mais finalement, on la retrouve. L'idée, c'est de se dire que chaque enfant a une histoire qui lui est propre, a une famille qui lui est propre. C'est pas la même chose de vivre dans une famille monoparentale, c'est pas la même chose de vivre dans un studio de 25 mètres carrés à 6 ou 7, d'avoir des problèmes de chauffage, d'avoir des problèmes de salubrité de certains logements. C'est pas la même chose de vivre avec un parent qui lui-même a une fragilité. C'est vrai que on a toujours tendance à penser un petit peu, on va dire, à la majorité des parents et des familles qui sont en capacité, avec de l'aide, de traverser ces périodes-là. Mais il faut jamais oublier que il y a aussi des parents qui ont des fragilités qui leur sont propres et qui sont antérieures à la maladie. Et la maladie de l'enfant, elle va venir percuter déjà
une histoire familiale qui est difficile. Certains parents sont eux-mêmes malades, peuvent avoir eux-mêmes un handicap, avoir des difficultés sociales importantes, et être quelque part mis en difficulté pour, on va dire, accompagner en toute sécurité le traitement de leur enfant. On est en Île-de-France, alors certes on est dans le Val d'Oise, mais l'Île-de-France, c'est des départements aussi dans lesquels les conditions de vie sont difficiles pour certains. Et il faut comprendre, comme je viens de vous le dire, on parle de chimiothérapie, on parle de cathéters centraux. La chimiothérapie, ça induit une immunodépression, c'est-à-dire que l'enfant, avec la chimiothérapie, il est à risque, il a ses défenses immunitaires qui diminuent, il est à risque de contracter des infections et vivre dans un logement qui est inadapté, qui est insalubre, avec un risque de contracter des infections, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Certains enfants aussi, du fait de la pathologie qu'ils ont, ça peut être une tumeur osseuse qui entraîne un handicap moteur, ça peut être une tumeur cérébrale. Certains enfants sont en plus avec une invalidité motrice qui est importante. Ils peuvent être immobilisés dans un lit, dans un plâtre, handicapés, et donc le domicile peut nécessiter des aménagements. Il peut y avoir besoin d'aménagements au domicile quand c'est possible, et il peut aussi y avoir besoin de rééducation soutenue pendant une période pour justement limiter les séquelles et travailler sur la fonctionnalité future. Tout ça pour vous dire qu'il fallait évaluer ces besoins. Donc, le RIFOP, ce sont des infirmières coordinatrices qui sont par secteur. En fait, on a une infirmière coordinatrice pour le secteur nord, une pour l'est, une pour l'ouest, une pour le sud. C'est assez simple. Et lorsqu'un enfant arrive dans un service de cancérologie pédiatrique en Île-de-France, eh bien, systématiquement, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer, l'infirmière coordinatrice va intervenir, va rencontrer la famille, va se rendre au domicile et forte aussi du protocole de soins qui aura été déterminé, puisque encore une fois, tous les cancers ne nécessitent pas, on va dire, le même niveau d'intensité thérapeutique. Donc c'est pour ça que vraiment il faut s'adapter aussi aux besoins. Eh bien, cette infirmière coordinatrice va rencontrer la famille, va se rendre au domicile, va évaluer les besoins avec la famille, avec l'enfant qu'elle rencontre également. Et à partir de là, en accord avec la famille, l'enfant, le médecin référent, on va déterminer justement la prise en charge optimale pour cet enfant donné. Si c'est à la maison, eh bien, on va mettre en place ce qu'on appelle un hôpital de proximité pour justement éviter que dès qu'il y a un problème, l'enfant soit obligé de traverser tout Paris quand on habite à Deuil-la-Barre. Devoir aller à Paris pour le moindre problème, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que le RIFOP a des conventions avec 22 services de pédiatrie dits de proximité, c'est-à-dire ce sont les hôpitaux. Pour nous, c'est l'hôpital d'Aubonne, c'est l'hôpital de Gonesse, c'est l'hôpital d'Argenteuil. Donc, tous ces services de pédiatrie travaillent étroitement avec le RIFOP et donc sont tout à fait en capacité de prendre en charge un enfant qui habite à proximité de leur hôpital pour justement faire les soins nécessaires et éviter à la famille et à l'enfant de devoir faire du transport, du trajet, ce qui est fatigant. On va mettre en place aussi tous les intervenants de la médecine de ville, les infirmières libérales, les kinés, voilà, l'infirmière coordinatrice du RIFOP va coordonner la prise en charge au plus près de l'enfant des différents intervenants. Voilà. Et dans certaines situations, lorsque le maintien à domicile n'est pas possible, ce qui arrive, eh bien c'est là qu'interviennent des établissements comme Margency, qui est un hôpital qu'on appelle de soins de suite et réadaptation, et qui va pouvoir prendre en charge l'enfant et sa famille éventuellement, avec la possibilité même de prendre en charge la famille sur place,
ou alors de le prendre la semaine et le week-end, il rentre à la maison et de pouvoir effectuer les soins en toute sécurité. Voilà. Donc ça, c'est le RIFOP. Je ne peux pas ne pas vous parler de Palipède. Palipède, c'est pas un réseau de soins. Oui. 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 Excusez-moi, je finis. Oui, bien sûr. Je finis juste sur Palipède parce que ça me semble quand même important. Palipède, c'est l'équipe régionale ressources de soins palliatifs pédiatriques. C'est pas un réseau de soins. Et la particularité, c'est que Palipède ne s'adresse pas qu'aux enfants en soins palliatifs, donc aux hématos, mais s'adresse à tous les enfants, quelle que soit leur pathologie, qui sont en situation de soins palliatifs. Et là aussi, permet d'accompagner l'entourage, organise des séjours de répit, intervient auprès des équipes et essaie aussi de coordonner au mieux la prise en charge des enfants qui sont en soins palliatifs. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu longue. Merci beaucoup. Donc on va passer la parole à... Merci beaucoup, Dr Raimondo. C'était vraiment très intéressant, mais vous aurez encore la possibilité de nous en parler davantage lors des échanges. Maintenant, Vanessa Devos de l'association Élise Princesse Courageuse. Bonsoir à tous. Alors, déjà, merci Nathalie, Madame Elimas, d'avoir gardé une place dans votre agenda à travers nos échanges humanisants lors de vos rencontres avec Élise en 2018-2019. Merci Madame Scolland d'accueillir les petits amis d'Élise dans le cadre d'une ville inclusive et permettre de mettre en lumière un sujet tabou. Merci d'avoir pérennisé aussi nos échanges suite à cette belle rencontre lors de la vente aux enchères en hommage à Élise. Donc, merci Laurence d'avoir impulsé ce pourquoi nous sommes là ce soir. Et puis, toute l'équipe de la municipalité pour leur soutien, leur initiative aussi de clôturer ce mois de sensibilisation par ce sujet ô combien important, l'accompagnement de l'enfant dans la maladie grave. Merci aussi au centre de loisirs qui ont participé par l'implication des ateliers Tisamis, des bracelets pour Septembre en Or. Merci à tous les intervenants et merci à l'école Poincaré pour tous ces kits en fait confectionnés, qui ont mobilisé en fait 200 kits scolaires et 6000. Alors avant d'arriver à cette autodétermination qu'Élise avait à porter la voix des enfants au plus haut, à transmettre la possibilité d'être acteur malgré l'épreuve à travers ses projets, son association, son désir d'aider ses médecins, trouver un traitement et de soutenir les autres enfants. Il y a ce contexte en 2013. Élise, c'est la petite dernière d'une fratrie de 3. Elle a 3 ans. Elle prépare son intégration à l'école en petite section. Moi, je suis cadre de santé. Je terminais une semaine d'astreinte. Papa filait rapidement au travail, comme chaque matin, parce qu'il avait des très longs trajets. Il y a ses frères qui la faisaient sautiller chaque matin en la tenant chacun par la main jusqu'à leur école, jusqu'à ce fameux jour où tout s'écroule. De fortes céphalées, des vomissements, un trouble de la marche. Ça nous entraîne dans la spirale des examens en urgence. Ça met en évidence cette petite boule responsable de ces maux, appelée tumeur cérébrale, plus particulièrement pinéaloblastome métastatique. Voilà, du rare dans le rare. Ça représente 15 cas par an en France. Les tumeurs cérébrales, c'est quand même la deuxième cause de cancer le plus fréquent chez l'enfant. Et ça peut être aussi vraiment à l'origine de séquelles importantes qui se répercutent sur tous les aspects du quotidien. Et ce qui nous a poussé à tout cela, c'est l'épreuve, le bouleversement d'un équilibre, l'équilibre social, qui part, le psychologique, financier, physique, le travail, la violence d'un diagnostic grave qui met en jeu la vie de notre fille en 30 secondes. Celle qui annonce brutalement que les soins de notre fille ne seront pas compatibles avec notre activité professionnelle. L'entrée de notre enfant
dans ce monde médical inconnu à ses yeux, violent pour elle. Un système parfois institutionnel violent par la lenteur de réponse aux besoins de l'enfant. Et c'est là que on souhaiterait que tout avance vite. Les hôpitaux parfois manquent de moyens de coordination. Les lois, comme disait Madame Limas, mettent aussi du temps à être élaborées, votées, à être mises en place pour le bien d'une société. Et puis, il y a aussi toute cette société qui, des fois, parfois, préfère fermer les yeux sur les problèmes d'humanité. Et là-dedans, il y a dans cette petite bulle, il y a notre fille. Après être passée par cet arc-en-ciel, en fait, des émotions, toute la famille, on a choisi ensemble, parce que quand on dit ensemble, on se disait que ce cancer, c'était notre hôte, notre invité indésirable. Donc, on a choisi pour le bien-être de notre enfant, qui était gravement malade, de l'aider à gouverner sa vie, malgré les contraintes de la maladie, dans ces domaines de vie qui l'importaient. Donc, c'était pour elle l'école, ses amis. C'était beaucoup de choses. Hein. Quand on parle d'autodétermination, c'était vraiment l'aider à travers sa volonté. Pour elle, c'était transmettre en fait ses missions à travers ses petits amis porte-clés pour changer le regard des adultes sur le cancer de l'enfant, pour porter la voix des enfants. C'est ce qui lui a permis en fait de rester dans la normalité, de valoriser en fait son rôle auprès de ses amis dans l'école, auprès de sa famille, hein, d'être intégré socialement, de participer à la société par ses ateliers, par ses petits projets qu'elle a initiés dès petite à l'école, d'aller, quand on lui a enlevé après ses 1 an, 2 ans de soins, lors de sa période de rémission, de faire une fête à l'école pour montrer ce qu'elle appelait sa souris, c'était son cathéter. C'était important en fait pour elle d'emmener son cancer, comme elle disait, sa boule partout où elle allait, donc et d'expliquer avec des mots simples. C'est pour ça que vous verrez sur ma gauche beaucoup de petits livres, parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours en fait entre la maison, l'école, ses amis, et puis d'expliquer, de la laisser dessiner. Et ça a été toutes ces retombées positives au-delà d'un diagnostic sombre. En fait, parce que après 2 ans de rémission, de lourds traitements, comme l'expliquait docteur Raimondo, on a passé ce cap, on a tenté de retrouver un équilibre avec des aides mises en place, avec une AVS sur tout son temps de présence. On a mis en place toute une rééducation d'ergothérapie, de graphothérapie, d'orthophonie, de psychopédagogique. Ça, c'était juste son emploi du temps en plus de l'école, parce que malgré tout, les enfants, avec tous les troubles qu'ils ont, Élise, elle avait de graves séquelles en fait sur la mémorisation. Ils ont ce désir d'apprendre et d'avancer, d'être comme les autres. Et c'est qu'après ce diagnostic sombre en 2017, où son docteur se met à côté d'elle et lui dit, voilà, Élise, à ce jour, je n'ai plus de traitement pour te guérir, mais nous allons continuer nos recherches pour t'aider. Et c'est cette phrase qui a été si simple, en fait, à dire, et si compliquée à verbaliser pour un médecin, et à entendre pour un parent, a changé la détermination de notre fille à avancer d'autant plus. Malgré la gestion de la douleur, la perte d'autonomie, celle-ci a pu avancer avec toujours en premier lieu maintenir ce bien-être émotionnel, matériel, sa socialisation, sa qualité de vie, son inclusion en fait sociale auprès de son école qui avait une grande importance, auprès de ses amis, sa paroisse, qui lorsque d'ailleurs a perdu la force de s'y rendre en fauteuil. Il faut savoir que son école n'était pas équipée d'ascenseur. Il faut savoir que en dehors de tout PAP, PAI, PPS, ses maîtresses s'accordaient quand Élise venait. Toute la classe descendait au rez-de-chaussée pour accueillir Élise en fauteuil. Et quand c'était pas possible, c'était papa qui faisait les allers-retours, qui descendait, et les maîtresses pareil. Donc
tout ça, quand ça n'a plus été possible, en fait, c'est toute l'humanité de son école et de ses amis qui sont venus à elle, hein, à travers son fil d'humanité, qui a continué de vivre autrement à travers eux. Ça a été aussi, quand on parle d'autodétermination, ça a été le respect de faire entendre ses droits et celles de ses copains, en fait, de galère, comme elle disait. C'est-à-dire que pour elle, c'était un droit d'aller à l'école malgré ses traitements, malgré les moyens qui n'étaient pas toujours évidents à mettre en place. C'était de garder sa dignité, en fait, d'entendre ce qu'elle avait à dire en toutes circonstances de la maladie. Et de respecter aussi, d'entendre qu'il fallait continuer en fait de rechercher un traitement innovant. C'est pourquoi, pour Élise, nous posons cette autodétermination pour Élise et pour des milliers de jeunes enfants différents comme un droit humain au respect. Élise disait souvent d'ailleurs, c'est ma situation qui m'handicape, ce n'est pas moi. Je suis différente et extraordinaire, comme beaucoup de personnes, non. Donc, pour elle, ce besoin fondamental qui, malgré les séquelles non visibles lors de sa période de rémission et les multiples besoins que j'ai cités, qu'il y avait autour d'elle, justement pour l'aider à être le plus autonome possible, ont motivé ce désir toujours d'avancer vers l'autonomie, d'apprendre malgré les difficultés, d'exister à travers ses amis, à travers l'art, à travers la création, comme ça a apporté sa motivation à sensibiliser les adultes en offrant des toiles, ces porte-clés pour soutenir la recherche et la prise en charge des familles. Toutes ces composantes, en fait, ça a été forcément beaucoup de contraintes pour la famille, pour ses frères, parce qu'ils sont souvent oubliés, pour nous. Mais malgré tout, ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette composante de détermination, malgré la maladie grave, c'était qu'on peut toujours agir pour avancer. Malgré la contrainte, malgré les annonces, Élise, elle a toujours gardé jusqu'à son dernier souffle cette perception de contrôle d'une petite partie de son chemin de vie. D'ailleurs, sa première phrase à la confection des petits porte-clés, c'était « Moi, je suis capable d'aider les autres avec 2 fils et une boule. Alors, on peut tous faire un peu ensemble pour le cancer des enfants. » C'était vraiment le signe, cette détermination d'avancer. Il y a eu pour nous effectivement une adaptation qui a été constante avec son état de santé. Comment on a pu la soutenir? C'était simplement en la laissant justement développer ses capacités liées à l'art, à la création, que ce soit à l'hôpital, à la maison, en la soutenant à porter sa voix, ce qui n'a pas été simple pour nous en tant que parents. Laisser cette liberté de rejeter aussi toutes les options qui lui étaient proposées des fois dans ce milieu médical qui peut être violent. Élise, d'ailleurs, en fin de vie, était hospitalisée à Gustave-Roussy après de multiples crises d'épilepsie qui avaient atteint son langage. Elle a trouvé assez de force pour nous indiquer « Maman, je veux rentrer chez moi, c'est fini ». C'est ce qui nous aura valu comme un des ultimes échanges. « Maman, je ne veux pas aller au paradis maintenant. J'ai encore des missions et qui s'occupera de vous quand je serai plus là? Et comment ferons-nous pour communiquer ?» Alors, à cette phrase si douloureuse pour un parent, je lui ai répondu qu'elle avait tellement sensibilisé et transmis ses missions que ses petits amis continueraient avec son cœur rempli d'humanité. Nous aurons chaque jour ce fil d'amour qui nous lie à jamais et qu'elle ne s'inquiète pas pour nous. Nous survivrons pour elle. Notre rôle de parents, ça a été, non pas par choix, par obligation, de soutenir Élise dans sa détermination. Ça a été de reconnaître qu'elle a été aussi, qu'elle est experte de sa propre vie et qu'elle possède ce potentiel, comme chacun de nous d'ailleurs. Notre rôle de parent, ça a été de l'accompagner, ce qui a abouti à, malgré nous, la création de son association fin 2018, quelques mois avant son décès.
Ça lui a permis de sensibiliser, d'atteindre au plus haut de l'État, de sensibiliser son président comme elle le souhaitait, de sensibiliser, de soutenir les familles aussi concernées, d'aider la recherche. Elle nous a fait déposer sa marque et son modèle des tisanes. Alors à chacun sa méthode. Élise, elle a trouvé celui qui était simple et ludique pour elle d'aborder ce sujet compliqué et tabou aussi pour les adultes parce qu'elle avait ressenti ce malaise. Donc elle offrait ses porte-clés pour engager la discussion. Elle les vendait pour soutenir ses docteurs. Aujourd'hui, il reste le symbole forcément de son combat pour sensibiliser. Quelques chiffres, en 4 ans, c'est plus de 100 000 € qui ont été remis à la recherche à travers son équipe des petites graines cette année pour la course enfants sans cancer. C'est plus de 25 000 tisamis adoptés à travers le monde, faits en atelier afin de soutenir la recherche et le confort des familles. Ce qui aura ancré beaucoup de petites opérations qu'on aura fait de son vivant avec ses frères et le projet des kits scolaires fait par les enfants, pour les enfants et surtout fait avec des invendus en fait, justement pour travailler sur cet aspect d'être éco-citoyen, éco-responsable. Et en 2020, ça a été plus de 500 kits scolaires et d'hygiène qui ont été distribués, des repas bulles d'air et des projets tels que la distribution de vêtements petits bateaux. Dernièrement, ça a été 11 000 € qui ont été remis à son oncologue pour les 11 ans qu'elle aura eu cette année. Voilà. Et pour la suite, ce sera Delphine qui prendra la suite des projets justement qui continuent d'œuvrer dans les écoles grâce à ses amis. Alors, je vais essayer de reprendre la suite. J'ai eu la grande chance, mes enfants aussi, de connaître Élise et de rencontrer cette force et ce courage que j'ai jamais connu ailleurs. Et c'était pour nous très important de continuer son combat au travers des enfants, puisque mes enfants ont connu tout ce parcours si compliqué d'Élise et ont par-dessus tout souhaité continuer son combat et aider les enfants à agir, être acteurs. Pour les enfants, c'est essentiel. C'est la manière de se dire on assiste à quelque chose d'absolument atroce, mais on essaie de soulager notre ami, on essaie de faire quelque chose pour trouver des traitements pour que ces choses-là n'arrivent plus. Et donc, cette expérience personnelle a fait que quand je suis arrivée à l'école Poincaré, avant j'avais des enfants, des élèves de maternelle, donc évidemment ce genre de projet qui est plus difficile à mettre en place. J'ai eu une classe de CM2 et très naturellement je leur ai proposé ce projet solidaire dans le cadre de l'association des guides. Et ils ont été tout de suite extrêmement enthousiastes. L'objectif, c'était de présenter un projet solidaire, c'est-à-dire de réaliser qu'en tant qu'enfant, on avait aussi notre rôle à jouer dans la société, dans la maladie, dans l'entraide, et d'essayer de récolter des fonds de différentes façons avec les enfants de l'école. Donc concrètement, la première année, on s'était fixé la vente de tisamis sur donc les tisamis qui sont les porte-clés fabriqués par Élise, qui sont le symbole de l'association, puisqu'Élise a appris à aller faire ces porte-clés à l'hôpital. Et donc on avait décidé de vendre ces tisamis sur le marché de Noël et sur la kermesse de l'école. Donc les enfants de ma classe, par binôme, avaient préparé des petites interventions à faire dans les différentes classes, donc du CP au CM2, en adaptant leur discours évidemment à l'âge des enfants, en leur présentant l'association, leur présentant Élise et le tisani, le symbole de l'association, et en leur expliquant que
en vendant ces tisanes, on allait pouvoir aider les enfants malades et aider la recherche. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les enfants avaient vraiment communiqué avec leur famille, puisque le jour des marchés, les parents venaient directement au stand et échanger avec nous et poser des questions, et on sentait que la parole avait été libérée autour de cette problématique-là et de ce tabou qui est la maladie de l'enfant, la maladie grave. Et donc à chaque fois, on a récolté énormément de fonds. Les enfants, donc c'était les enfants de CM2 qui vendaient des tisanes, et ils ont récolté énormément. C'était entre 300 et 400 euros à chaque fois de vente de tisanes. Donc ça, on a pu le faire évidemment en dehors des périodes de Covid. Ensuite, l'année dernière, on a mené une action dont Vanessa a parlé, qui était les kits de rentrée scolaire. Donc, la quasi-totalité des enfants de l'école Poincaré a réalisé ces kits. Il y en a des exemplaires après sur les tables. Donc, l'idée, c'était, donc ils avaient une boîte, ils construisaient leur boîte et ils mettaient du matériel scolaire à l'intérieur de la boîte. Et chose très importante, à l'intérieur de la boîte, ils glissaient un petit mot d'encouragement et à l'adresse des enfants malades, et ils signaient ce kit a été préparé par, et les prénoms des enfants. Et ça a eu vraiment un impact. On sentait que les enfants, ils faisaient pas quelque chose de machinal. Ils étaient pas dans le jeu, ils étaient clairement dans la conscience de ce qu'ils étaient en train de préparer et pourquoi ils faisaient les choses. Et d'ailleurs, il y a eu des tas de retours qui reviennent vers l'association de parents d'enfants malades, mais aussi des différents services, puisque ces kits ont été livrés dans les hôpitaux, et que ça a été un geste solidaire qui a beaucoup touché les enfants et leurs familles. Et dernièrement, donc c'était cette semaine, il y a eu une course solidaire qui a été organisée par l'ensemble de l'école Poincaré. Donc l'idée, c'était les enfants avaient des petits chéquiers et à partir de ces chéquiers, ils devaient récolter des dons auprès de leur famille et de leurs amis, etc. Et ensuite participer à cette course solidaire qui a rapporté près de 4 000 euros, ce qui est à peu près le double de ce qui était récolté les autres années pour d'autres associations qui parlaient sûrement moins aux enfants, puisque là, effectivement, ça fait 3 années maintenant qu'ils sont sensibilisés, et puis ils savent exactement pourquoi et à quoi va servir cet argent, etc. Et je pense que les familles aussi ont été particulièrement touchées. Voilà. Bonsoir tout le monde. Nous, alors, je fais partie de l'association Ajalman jusqu'à la mort, accompagner la vie. Je ne vous dis pas, quand on dit qu'on est bénévole dans cette association, ce qu'on entend, que c'est morbide, alors que ça n'a rien de morbide. De toute façon, les personnes, jusqu'à leur dernier souffle, sont en vie. Non ? Donc moi, j'ai retrouvé des thèmes qui sont communs à notre association, c'est solidarité, respect. C'est-à-dire qu'on ne s'impose jamais. Je vais vous expliquer un petit peu, très rapidement, comment on intervient. Alors, la grande difficulté, c'est de trouver des bénévoles et des bénévoles qui restent. Alors, on trouve des bénévoles retraités. C'est dommage qu'on soit que des retraités. Alors, pour les plus jeunes, c'est difficilement compatible avec leur vie professionnelle et conditions des enfants. Donc, ils restent peu longtemps. En tout cas, on a un premier volet qui est l'accompagnement de malades, gravement malades ou en fin de vie. On peut intervenir dans les services de soins palliatifs. Alors, ce sont des contrats qui sont passés avec certains hôpitaux, certains services. On n'intervient pas dans tout un hôpital. D'abord, on n'est pas assez nombreux. Donc, on va à la rencontre des malades qui veulent bien nous recevoir, on s'impose jamais. Et on est dans l'écoute. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les consoler.
On n'est pas là pour leur tenir compagnie. On est là pour écouter leurs souffrances s'ils ont envie d'en parler. Mais quelquefois, moi, quand j'étais bénévole à l'hôpital, s'ils avaient envie de me parler de la pluie et du beau temps, ben, j'écoutais la pluie et le beau temps. Hein. On les incitait pas à parler, mais ce qui est important, c'est qu'on est des personnes qui nous ne sommes pas touchés affectivement, puisque les personnes, on ne les connaît pas, même si on les rencontre plusieurs fois. Quelquefois, on les rencontre en soins palliatifs, on les rencontre malheureusement une fois, 2 fois grand maximum. Et donc, on ne va pas les forcer, on va les écouter. On n'est pas dans le faire, on est dans l'écoute. Dans l'écoute attentive et respectueuse. C'est-à-dire ce que les malades nous disent, on ne le répète pas aux soignants, par exemple. On a un rapport avec les soignants. Ce qu'on peut leur dire, c'est que si on trouve quelqu'un particulièrement déprimé, particulièrement mal, ça on peut leur dire. Mais ce qu'ils nous confient, ça on ne le dit jamais. Donc voilà, donc les rapports avec les équipes, c'est en fonction des services. Hein. Des fois on a un accueil mitigé, des fois on a un très bon accueil, ça dépend des hôpitaux. Hein. Donc on voit surtout des adultes. On a sur le 95, nous n'intervenons pas auprès de services pour enfants. Donc, voilà, c'est fait comme ça. De toute façon, on n'est pas assez nombreux. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc, il y a aussi une partie deuil. C'est-à-dire que le deuil, c'est pas une maladie. Mais c'est une étape qui est très difficile à traverser pour tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui peuvent, avec leur entourage, trouver du réconfort, bon. Et il y en a d'autres qui, malgré leur entourage, ont envie de parler à quelqu'un d'autre. Parce que parler à des proches, par exemple, je vous donne un exemple, on a perdu son père, son mari, on a perdu son mari, la femme il va difficilement pouvoir parler de sa peine à ses enfants qui ont la leur, et ses enfants ont envie que leur mère aille bien. Donc, venir contacter l'équipe deuil, c'est aussi pouvoir parler de sa peine sans qu'on lui dise « Mais non, t'as qu'à aller au cinéma, tu as qu'à faire des choses, tu verras, ça ira mieux. » C'est pouvoir parler de sa peine sans que nous-mêmes, on soit trop touchés. Bien sûr qu'on a de l'empathie pour les gens qu'on reçoit. On n'est pas touché affectivement. Hein. C'est pas quelqu'un de notre famille, c'est pas des amis, voilà. Alors, on a aussi des groupes d'entraide. Alors, dans les groupes d'entraide, on a un groupe d'entraide pour les parents qui ont perdu un enfant. Ça, c'est terrible. C'était votre témoignage. Alors, en plus, là, dans ce groupe d'entraide, ce sont des parents qui ont perdu un enfant adulte ou un enfant plus jeune. Mais là, il y a beaucoup de parents qui ont perdu des enfants adultes. De mort brutale, suicide, accident, donc des morts qui n'ont pas été préparées, même si préparées, c'est toujours difficile. Là, c'est des morts brutales. Hein. Il y a aussi donc le groupe dont je m'occupe, ce sont des conjoints qui ont perdu leur conjoint. Messieurs et des dames qui ont perdu leur conjoint. Alors, c'est vrai qu'en fonction de l'âge, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la peine, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, quand on perd son conjoint, c'est toujours terrible. Seulement, quand on est plus jeune, on a un projet de vie. Souvent, on travaille, on a des enfants, et on a un projet de vie encore. On a un avenir devant soi. Quand on arrive là, t'as des personnes qui ont 80 ans, on a une majorité qui ont 80 ans, c'est vrai que leur avenir, c'est leur propre mort. Hein. Et puis, la peur de se retrouver. Moi, j'ai accompagné mon mari, j'ai accompagné ma femme, mais qui est-ce qui va pouvoir m'accompagner? Je suis seule. Donc, la solitude, c'est... Mais on peut s'apercevoir que dans le groupe d'entraide, c'est... D'abord, ils s'aident beaucoup entre eux, on n'a presque rien à faire. Hein. On est simplement là à distribuer la parole. Ils s'aident beaucoup entre eux. Il y a une entraide qui est vraiment formidable. Et ils ont traverser les mêmes étapes.
Et là, le groupe qu'on a, on en a eu un la semaine dernière, on se disait, mais le deuil, c'est pratiquement fini. Ils n'ont plus envie d'en parler, ils parlent d'autre chose. Eh bien, alors on leur a dit, bon, ben là, comme il y a eu le Covid et qu'on a eu un grand arrêt, on a fait le travail par téléphone, on va arrêter en juin. Ils étaient catastrophiques. Mais je dis, mais ce que vous avez lié entre vous, créé entre vous, ben, il continuera au-delà de nos rencontres. Voilà. Donc, par rapport aux enfants, il y a peu de choses qui sont faites. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est faute d'avoir le bénévole suivant. Il y a deux bénévoles, dont une vient de partir et l'autre est assez gravement malade, donc qui intervenaient dans quelques écoles autour de Domont pour parler du cycle de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'avec des enfants, avec l'accord de l'éducation nationale, et dans certaines écoles ça a été refusé, aller parler du cycle de la vie. Alors ça se faisait, c'était uniquement pour les enfants qui étaient pensionnaires, parce que c'était sur l'intervalle après la cantine ou avant la cantine et avant la reprise du cours. Donc c'était pour parler de naître, grandir, vieillir et mourir. Donc et les enfants sont très... Enfin, moi j'ai fait la formation, mais je ne suis pas intervenue. Les enfants parlent assez vite de la mort sans être trop angoissés. Ils ont toujours perdu un chat, un chien, un grand-parent, des fois, bon. Donc, on intervient, ils interviennent à deux. Pour revenir au deuil, parce que là, je parle plus du deuil parce que c'est là où je suis, je vous ai parlé que des parents et des enfants. Il y a d'autres deuils qui peuvent marquer. Ce sont les deuils de frères, sœurs, de parents. Et les parents, j'ai envie de dire que on sait tous, même tout petits, ça, même si après on s'arrange pour oublier que les parents sont pas immortels, on sait, on va les perdre. Donc, si on nous appelle pour la mort des parents, des fois 1 ou 2 entretiens téléphoniques ou en présentiel suffisent pour pas besoin d'un long suivi. Moi, j'ai eu 2 personnes que j'ai suivies par téléphone, c'était pendant le Covid, pour la mort de parents où ça a été extrêmement difficile. Parce que c'est des personnes qui avaient mal au-delà du deuil. Donc le deuil, forcément, ça vient encore plus chambouler, mais ça nous dépasse ça. On n'est pas psychologue, on a une formation, on n'est pas psychologue. Donc on ne peut pas permettre aux gens de faire une psychothérapie avec nous. On n'est ni capable, ni le but de l'association. C'est uniquement aider pour le deuil. Ouais. Donc aussi Madame Villa. Merci beaucoup. Alors je suis désolée, hein, je vous coupe, je vais mettre du temps, j'ai pas le bon rôle. On aimerait vous écouter davantage, hein, toutes. Donc je vais donner la parole à Madame Jacquin. Moi, je suis Mme Jacquin, donc je suis enseignante spécialisée de formation et je coordonne l'équipe enfants à la MDPH du Val d'Oise. Alors, la MDPH, effectivement, c'est la maison du handicap et donc la maison pour accueillir les personnes en situation de handicap. On n'a pas souvent une bonne presse, hein, on a des délais trop longs, on ne répond pas vite, voilà. C'est une grosse machine, on manque toujours des papiers. Effectivement, dans ces moments difficiles, c'est toujours compliqué de trouver le bon justificatif de domicile, etc. Donc voilà, pour tout enfant qui va demander une reconnaissance de handicap, la MDPH, donc, c'est un dossier très administratif. On est obligé de passer par là avec une demande, un CERFA qui fait 20 pages, voilà, qui souvent peut être complété par les travailleurs sociaux des hôpitaux.
Il peut être complété succinctement. En fait, voilà, c'est simplement écrire le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, l'adresse. Quelquefois, on a des projets de vie des familles qui sont très longs, avec plusieurs pages. Ça permet aux familles un peu de s'exprimer, de voir tout le ressenti. À ce dossier s'ajoute un certificat médical, une page, avec les justificatifs, avec les comptes rendus d'hospitalisation, etc. Les justificatifs de domicile, les pièces d'identité. Et une fois qu'on a constitué son dossier, on se dit, attention, mon Dieu, il y en a pour 6 mois. Alors, sur le Val d'Oise, quand même, on a des réseaux, on connaît des gens, et puis on téléphone et on dit, ce dossier-là, quand même, c'est une priorité, c'est un enfant malade, il faut faire vite. Et là, effectivement, on active nos réseaux, nos médecins étudient les dossiers rapidement, on constitue ce qu'on appelle le plan de compensation, on prend contact avec les familles. On a quand même, derrière cette grosse machine qu'est la MDPH, il y a une équipe de professionnels, des enseignants, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes. Et donc, on peut se déplacer au domicile pour participer à l'élaboration du plan de compensation. Ce qu'on a pu faire pour Élise, ce qu'on a rencontré avec notre ergothérapeute au domicile. C'est vrai que tout l'aspect aménagement du domicile, l'aide technique, on a du personnel qui peut accompagner les familles et qui se déplace. Après, les droits que va ouvrir un dossier MDPH, tout d'abord, c'est un taux d'incapacité. 3 fourchettes de taux, inférieur à 50% d'incapacité, supérieur ou égal à 50, mais inférieur à 80. Et effectivement, un enfant très en difficulté, il aura un taux supérieur ou égal à 80. En découle un certain nombre de droits, donc les cartes d'invalidité, carte de priorité, carte de stationnement. Pour aller à l'hôpital, c'est bien pratique de pouvoir se garer sur les places réservées. Donc, il y a les cartes. Après, il y a les allocations qu'on appelle l'AEEH, allocation d'éducation enfants handicapés. Différents compléments selon que les familles ont réduit leur activité professionnelle ou qu'elles emploient une tierce personne. Les cartes, les allocations, le projet de scolarisation, là aussi c'est encore une compétence de la MDPH, d'attribuer à l'enfant qui va être scolarisé des droits, notamment au niveau des accompagnants en aide humaine, ce qu'on appelle les AESH maintenant, des aides, du matériel, il peut y avoir un ordinateur à l'école si besoin. Donc ça c'est au niveau de l'école. Après, il y a une autre prestation qu'on appelle la PCH, prestation de compensation du handicap, qui a été étendue, qui était pour les adultes, qui a été étendue aux enfants en 2008. Cette prestation permet justement de financer des aides. Par exemple, la PCH aménagement de logement, elle permet d'aménager le logement. Alors, ça peut être des rampes d'accès à la porte d'entrée, transformer une salle de bain, mettre une douche, des sièges adaptés, etc. Donc, déplacer des cloisons, etc. À l'intérieur de la maison, tout est possible. Après, il y a des enveloppes, 10 000 € pour la PCH d'aménagement de logement. Mais en parallèle, au niveau du département, il y a un fonds départemental de compensation qui peut encore accompagner la famille sous condition. Il y a la PCH aide technique qui permet aussi de financer des fauteuils roulants. Le reste à charge d'un fauteuil roulant, par exemple, la sécurité sociale va en partie, une partie, les mutuelles un petit peu, et puis la MDPH peut contribuer à financer le reste à charge. Donc voilà, c'est toutes les aides que peuvent apporter la MDPH. Je le répète, on est une grosse machine, mais en même temps, on est de proximité. Voilà, on a des réseaux, on connaît des personnes, on peut appeler très vite. Voilà, pour Élise, il fallait une table pour l'école, et ben on a pu trouver une table de l'école parce qu'on a interpellé un CESAD qui avait des tables, qui a pu l'amener à l'école. Voilà. On essaye d'accompagner au mieux, malgré toute la rigueur administrative. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Donc, on a pu voir, effectivement, on parle d'accompagnement, l'importance du soutien de l'environnement, qu'il soit humain ou matériel, qu'il soit, au niveau de la loi aussi, c'est un cadrant, c'est un parcours sécurisé. On voit aussi le rôle des parents, à quel point il est important. Et à quel point il est aussi important que ces parents, que ces étangs familiaux soient soutenus et également accompagnés. Le temps des échanges est arrivé.
Alors, il nous reste, nous avons déjà dépassé, mais je pense que le sujet est tellement intéressant que voilà, nous pourrions tenir encore longtemps. Nous allons nous donner 10 minutes d'échange. Alors, dans le public, si vous avez des commentaires ou des questions. Oui, donc merci. Comme spectateur, j'ai trouvé ces interventions, la complémentarité de ces interventions à la fois émouvantes, mais aussi très réalistes et très justes sur cette analyse. C'est vrai que les soignants, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, ne s'habituent jamais à la souffrance d'un enfant et encore moins à la mort d'un enfant. Et je crois que si j'ai quelque chose que je retiens de ma vie de médecin, qui est longue, j'ai fait beaucoup de pédiatrie, j'ai fait aussi beaucoup de réanimation pédiatrique. Et j'ai toujours ça dans la tête, pourtant ça fait très longtemps, où à chaque fois, c'était aux enfants malades, les soignants, quels qu'ils soient, que ce soit le patron, que ce soit les infirmières, pleuraient à chaque fois qu'on perdait un enfant. Et c'est pas simplement parce que ce sont des enfants, c'est aussi parce qu'ils portent en eux l'essentiel de la vie, l'essence même de la vie, et qu'ils nous le transmettent, et que dans ces moments de souffrance, de difficulté, ils nous font grandir, en fait. Ils nous font grandir parce que quelqu'un disait tout à l'heure qu'ils avaient toujours les mots justes. On est envahi par l'émotion quand on entend ces enfants. En fait, ils ne font que nous ramener à l'essentiel, aux choses qui nous portent. Et si les adultes peuvent au cours du temps être transformés, des fois pas si bien que ça, on s'aperçoit que les enfants nous portent et nous donnent toute cette force. On le voit pendant cette période de Covid, où on a vu le comportement exemplaire des enfants, que ce soit dans les écoles, que ce soit partout, où ils savent non seulement écouter ce qu'on leur demande de faire, mais ils se l'approprient. Ils vivent, en fait, ils savent, ils écoutent, ils donnent du sens à ce qu'ils font. Et c'est ce que les adultes perdent de temps en temps. C'est vrai que et toutes les expériences que j'ai aussi dans ma vie professionnelle de ces situations dramatiques, c'est que les familles, même si ce sont des familles, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peuvent être en difficulté, etc., se reconstruisent souvent. Alors évidemment que c'est douloureux, évidemment que c'est dramatique, évidemment que c'est difficile, ils donnent un autre sens à leur vie. Et c'est cet autre sens qu'ils donnent à leur vie, et vous le disiez aussi tout à l'heure, qui fait que ils portent en eux, ils gardent en eux plus que le souvenir, mais la vie de l'enfant qu'ils ont pu perdre, et toute leur vie, ils le transmettent. Et ça, c'est ce que j'ai toujours vu. Et voilà. Je fais beaucoup de pédiatrie. On est tous évidemment très très affectés par ce qui peut se passer par nos enfants. On est tellement attachés à nos enfants. Et je trouve que ça nous permet d'avoir un regard tellement vrai sur la vie, de les regarder et de les regarder malheureusement quand ils sont dans la souffrance. Ça nous fait grandir encore. Merci beaucoup, Michel Beau. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Je pense que c'est parfois difficile de s'exprimer sur un sujet comme celui-ci où on a particulièrement été touché, je pense, par l'intervention de Vanessa qui, d'une certaine façon, je lui ai déjà dit la première fois que je l'ai rencontrée, c'est sa petite fille qui l'a fait grandir et quand elle parle, à travers elle, c'est sa petite fille qui parle parce qu'elle lui a aussi apporté ce chemin de vie futur et qu'elle s'est approprié, Vanessa, c'est les propos de sa petite fille. Et on voit qu'aujourd'hui, Vanessa, elle nous donne un exemple. C'est un exemple, Vanessa. C'est une personne qui s'est transcendée, qui a su vaincre la difficulté énorme qui s'est
est arrivée et qui reste aussi la maman des petits garçons et l'épouse de son mari tout en vivant avec la petite Élise. Voilà. Donc cette force-là, je pense que on ne soupçonne pas avant que le malheur arrive qu'on l'a en soi. Et je pense que Vanessa aujourd'hui se dit est-ce que dans le passé je pouvais réaliser que j'avais cette force en moi. Donc cette force, elle a grandi chez Vanessa. Et Vanessa, pour nous, a été un exemple. Alors évidemment, on avait tous les larmes aux yeux. Mais c'est normal, parce que vous êtes tout à fait... En fait, c'est ça. La prise en charge de ces enfants gravement malades. C'est ça. Et c'est en ça où, justement, enfin, nos enfants nous demandent le contraire, il faut dépasser tout ça. C'est ça. Je pense que ce soit parents, grands-parents, associations, législatives, on arrivera vraiment à aller beaucoup plus loin. Enfin, les médecins, les infirmiers, justement, dans la prise en charge. À un moment donné, il faut accepter que les enfants meurent. Voilà, ça arrive. Et c'est en ça où notre société, on a un autre regard à avoir, parce qu'on pourra mieux les inclure aussi dans l'école, dans la société. Enfin, c'est ce qu'ils cherchent. Enfin, voilà. Et je pense qu'effectivement, quand on aura laissé voilà, ce tabou-là, alors bien évidemment, je ne vais pas vous dire que notre vie, elle s'est écoulée. Vous parliez du deuil. Je serai une maman endeuillée toute ma vie, j'apprivoise. Alors oui, comme vous l'expliquez, j'ai eu la chance de connaître ma fille, je peux le dire. Voilà, ça a aussi, ces enfants, c'est une révélation et ça nous pousse à aller plus loin. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses. Et c'est ces enfants-là, en fait, c'est pour eux qu'il faut avancer et il faut dépasser, en fait, ce tabou qu'on a et cette éthique qui est compliquée. D'ailleurs, qui se retrouve dans ce qu'on disait, dans la recherche en oncologie. Il y a effectivement cet aspect financier, mais au-delà de cet aspect financier, il y a le fait de, voilà, l'enfant ne meurt pas. On a peur de faire mal, ou on a du mal, on ne veut pas faire mal, donc on a du mal, on tâtonne. Et c'est ce qui a fait un petit peu tous ces poids de faire réforme, mais il y a cette volonté d'avancer et c'est en ça où je voulais qu'on puisse mettre en avant ces aides de proximité, parce que voilà, nos enfants malades vont à l'école, rencontrent leur instituteur, leur famille, ils voyagent, ils vont en vacances. Nous, Élise est partie, je veux dire, elle était en Finlande, elle est partie en vacances, enfin, je veux dire, jusqu'à son dernier souffle, elle a vécu et bien après. Donc, c'est en ça où il faut dépasser tout ça et on arrivera à apporter vraiment beaucoup d'aide à ces familles futures. Il y a aussi, je pense, un monde qui a du mal à vivre ces difficultés, c'est les enseignants. Lorsque ils ont une classe à gérer, et puis dans cette classe, il y a un enfant qui arrive et qui est malade. Alors déjà, il y a cette émotion, évidemment, que ça crée, et celle qu'on est en train de décrire. Puis aussi, comment je vais gérer cet enfant dans le cadre d'une classe. Et je pense que cette étape-là aussi, il faudrait trouver des solutions pour accompagner ces enseignants. On a la maîtresse d'Élise qui est là, Juste dans l'émission des infirmières coordinatrices du RIFOP, il y a cette mission qui est essentielle avec la visite. Elles se rendent dans la classe de l'enfant malade et elles rencontrent les enseignants et les enfants. Pour vous donner une idée, on doit être entre 300 et 400 interventions sur l'année 2020, aussi bien dans les maternelles que dans collèges, lycées, écoles primaires. Et donc, ça fait partie de leur mission, hein, quand je vous parlais de coordonner les choses. Et non seulement elles interviennent pendant le traitement de l'enfant pour justement accompagner le retour à l'école et accompagner les enseignants et les petits camarades, mais elles interviennent aussi après le décès d'un enfant. Elles se rendent dans la classe et elles aident notamment l'enseignant pour annoncer le décès d'un petit camarade. Donc ça fait, voilà, alors je dis pas que c'est optimal, c'est jamais optimal, mais voilà. Parce que ce soit les familles ou les enseignants, on a toujours peur de déranger. Quand on est tellement habitué à avancer coup de coup. Nous, on a demandé, il y a eu l'intervention d'une infirmière coordinatrice, et c'est vraiment important qu'il y ait une personne extérieure en dehors des parents.
parce que, comme on l'explique, c'est des enseignants qui le vivent plus ou moins mal, ils ont aussi leur vécu. Il y a aussi personne n'est formé à accompagner un enfant. Non, ça fait peur, en fait, ça fait peur. C'est compliqué, et je pense que tout ça, soit les professionnels, ou peut-être aussi à l'avenir, des formations qui peuvent être proposées encore en plus, et une grande disponibilité. Je sais très bien que c'est pas une seule intervention qui aidera, parce que nous, après, on a dû continuer à appuyer pour que notre fille puisse aller à l'école, parce que malgré un PAI, malgré ses traitements anti-épileptiques, il y avait tellement une crainte pour rassurer les maîtresses et la directrice. On s'était organisé, mon mari allait travailler en salle de bibliothèque. Pour vous dire, il y a tellement cette consonance de risque vital, on a beau mettre du législatif, du PAI, il y a vraiment cette problématique quand même de risque vital, mais c'est important de signaler qu'il y a ce réseau-là, il y a ces ressources de proximité. Et j'en profite pour dire aux enseignants que ça pourrait intéresser, parce que moi je ne peux pas vous parler de tout, mais il y a des groupes de travail au sein du réseau, et il y a un groupe d'enseignants et qui travaillent et se réunit pour justement avancer ensemble sur la prise en charge d'un enfant malade dans une classe. Donc, il y a aussi un travail de réflexion, essayer d'harmoniser un petit peu les pratiques, les prises en charge. Donc, voilà, on se soucie de ça aussi. Écoutez, merci. Vraiment, vous avez été aussi source de solutions, parce que c'est aussi ça qu'on cherche. Et c'est vrai que votre intervention a un petit peu rassuré en disant voilà, il y a non, mais c'est il y a du travail, mais vous avez déjà entamé un travail qui n'est pas connu du grand public d'une certaine façon, et vous nous rassurez en fait. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense que le sujet a été effleuré. Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait peut-être des groupes de travail à faire aussi ici, je ne sais pas. Mais merci de votre écoute. On a eu un public très sage. Et puis merci à toutes nos intervenantes. Et puis merci aussi Michel d'avoir osé la question. Merci. Bonne soirée à tous.